séquence technique commence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage. Garde-le pour toi. Histoire et confidence. À la Gardoise. Dans cet épisode, rendez-vous en Petite Camargue avec l'éditrice Marion Mazoric, dont la lucidité se conjugue avec les bêtes à quatre pattes. Quand j'étais jeune, j'étais révolutionnaire, enfin, je le suis quand même toujours un peu, mais bon, je suis d'une famille communiste. J'ai eu une ancêtre enfermée dans la tour de Constance, ici, là. Donc quand j'étais jeune, tu vois, entre 17 et que je bosse, en fait, j'étais vachement révoltée, quoi. Enfin, révoltée contre l'ordre du monde. Et puis, les gens qui avaient cette culture, les données politiques n'ont pas changé depuis, quoi. C'est-à-dire que, en fait, moi, je pensais les mêmes choses à cette époque-là. Si, sur l'urgence climatique, on était moins dans l'urgence, ça c'est vrai. Et elle était moins climatique. Mais sur le fait que le plastique, le pétrole, le capitalisme allait flinguer la planète, ça, de toute façon, très lucide. Donc j'étais très révoltée. Le racisme, puis j'étais archi-féministe, quoi. Moi, j'avais un père séducteur, tu vois, qui avait toujours un mot gentil pour les filles. Mais ça m'énervait, je voulais être un garçon, déjà. Oui, ça, j'avais un vrai problème de genre aussi. Je répondais pas si on me parlait au féminin jusqu'à 15 ans. Mais j'étais pas du tout dans l'état des gens qui sont enfermés, femmes enfermées dans un corps de mec, ou le contraire. Et pour en connaître, j'étais pas du tout dans ce cas. Moi, j'avais une espèce de dysphorie de genre, ce qu'on appelle un garçon manqué. Ce que je préférais faire dans la vie, c'était que les activités masculines. Monter à cheval, faire du sport. Et je détestais les activités de filles. Et mon féminisme, c'était très cohérent avec mon féminisme. Donc je me définissais comme féministe. Mais je voulais pas être une femme, je voulais pas être confondue, tu vois, je voulais pas qu'on me parle au féminin. Je jouais sur le fait que j'étais Mario, tu vois, pas Marion, parce que ça me permettait de jouer au foot avec les mecs, de pas jouer à l'élastique, de pas faire l'atelier couture, parce que j'étais beaucoup plus à l'aise avec les garçons et dans les activités de garçons. Mais je me suis jamais dit, et surtout pas, je pense, au moment de l'éveil sexuel, tu vois, je me suis jamais vécue comme... ou alors, Poppy Bright a raison, et dans l'équilibre de ce qu'on est quand on est queer, tu vois, ce qu'on est tous, en fait, elle m'a toujours dit, mais enfin Marion, toi, t'es un mec pédé dans un corps de femme. Et ça, effectivement, parce que je suis plutôt assez hétéro, enfin, tu vois, je me suis mariée avec un mec, bon, c'est Marc aussi, parce qu'après tout, il n'y aurait pas eu Marc, on ne sait pas les choses, hein, mais en tout cas, les questions du genre qui sont posées aujourd'hui, je trouve qu'elles sont vachement éclairantes rétroactivement sur ce qu'on était quand on était gamin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui tu vis la même adolescence, je suis persuadée que tu te poses des questions dans le bon ordre, que moi je ne me suis même pas posée. Mais je n'ai pas été en rébellion contre mon genre, par exemple. Et je n'ai pas eu une vie sexuelle perturbée, j'étais assez pédée, quoi, tu vois. J'ai eu la conversation 10 fois, parce qu'avec tous les auteurs que je publie, les lesbiennes, les trans, etc., tu vois, Paul Preciado. Donc l'hypothèse que j'étais là, qu'elle me disait, il y en a une qui voulait absolument faire sa vie avec moi, bon ça n'a pas duré longtemps, c'est vrai, mais puis maintenant c'est un garçon. Je lui dis, tu vois, ça aurait été bien. Et donc c'était sa grande théorie, tu vois, que j'étais en fait une lesbienne contrariée, quoi, pas assumée et frustrée. Et non, pas du tout, non, moi je pense que j'ai choisi la sexualité qui m'allait sans contrainte, ce qui n'est pas forcément vrai. Par contre, j'aurais sans doute été beaucoup plus bisexuelle si j'étais née aujourd'hui, que ça c'est sûr. Et ça, je pense que sur la bisexualité, bon, après on n'est pas tout le monde, mais il y a des barrières qui font que... Enfin, sur la sexualité, de toute façon, il y a des barrières de tous ordres liées à nos conditionnements, à notre éducation. Une sexualité naturelle, bien vécue complètement, je pense qu'ils vont commencer à trouver peut-être maintenant, mais ça suppose avant pas mal de trucs, dont la fin de la domination masculine, la fin des tabous, tout ça. Enfin, voilà, j'étais donc un gros garçon manqué, surtout le sport en fait. J'ai besoin de sport de façon vitale. Je suis très solitaire. Et j'ai épousé un mec très solitaire. C'est-à-dire que si tu rentres dans la maison quand on est tous les deux, bah, t'entends pas une mouche voler, quoi.
On fait chacun notre truc, soit on lit, enfin, en général on lit, hein, tout simplement. Alors dit autre chose. Non, il y a... bien sûr, non, moi je suis très... attends, moi c'est les chevaux. Non mais ça c'est une respiration totalement nécessaire. Et même si jamais j'ai pas ces moments-là, là je pense que le blues peut menacer, quoi, si tu veux. C'est-à-dire, des fois quand tu es éditeur, tu passes, par exemple, tu reçois, ça peut être 10 propositions par jour. De gens qui ont mis leur vie dans un manuscrit éventuellement. Hein. Bon, 10 par jour, c'est les grands jours, mais enfin, de toute façon, c'est tous les jours quelqu'un. Puis ça peut être partout. Donc tu passes ton temps à dire non, et dans les moments où tu es en plein boulot, avec une mauvaise trésorerie, voilà, c'est surtout dans les moments où tu es avec une mauvaise trésorerie, c'est-à-dire que tu as des vrais soucis d'urgence, etc., et là, tu n'es pas disponible. Tu as l'impression d'être bombardé, quoi, par le monde extérieur. Donc dans les moments de tension, de stress, il y a des moments pour s'ouvrir au monde extérieur, puis si tu n'as pas des moments pour s'y fermer complètement, tu peux juste plus. Moi, j'admire beaucoup, tu vois, Mère Teresa et les saints, quoi, tu vois, les gens qui ont une capacité d'accueil des autres infinie. Les curés, les médecins, les infirmières. Quand tu es derrière un ordinateur, tu es en plein, alors là tu es sous le bombardement à haute volée, parce que chaque jour, j'ai 250 mails au bas mot, je ne sais plus de combien de conversations téléphoniques, encore plus de SMS, plus maintenant Messenger, WhatsApp et Signal. Il y a aussi des conversations écrites. Donc si tu veux, tu as vraiment l'impression d'être le neutron dans un accélérateur de particules. Donc même avec ton ordinateur, c'est pas du temps silencieux. Mais disons que dans ma vie privée, je suis pas quelqu'un qui a une vie sociale. Par exemple, on dîne très peu dehors, comme on dit. Tu vois, et on a beaucoup d'amis, hein, c'est pas ça. Et je le regrette. Mais faut dormir. L'âge évidemment intervient. Hein. Je pense que jusqu'à 50 ans, j'étais jamais fatiguée. Donc, jusqu'à ce que mes genoux lâchent un peu. Mais de toute façon, ça n'a qu'un temps. Tu t'épuises et puis tu payes à un moment donné. Donc, quand on te présente l'addition, bah là, tu as besoin de journée. C'est exactement comme les chats. C'est-à-dire, le chat, tu vois, il court partout, il est fou. Et puis, à un moment donné, il va s'arrêter et là, il est comme mort. Donc, moi, j'ai des samedis zombies ou des dimanches. Je dors toute la journée, j'ai du yaourt dans le cerveau, j'articule pas un mot. Je fais des siestes de 4 heures. Donc, faut pas croire, hein, les Indiens d'Inde ont raison, hein, il y a des types humains. Hein. Pierre Bordage m'a appris ça. Moi, je suis du principe de l'air, donc tu vois, digressif, ça part dans tous les sens, potentiellement. C'est rapide, c'est sûr. Donc l'air, il doit se rééquilibrer, tu vois, en allant chercher du côté de la terre. Et j'essaye. Bon, celui-là, c'est un petit bracelet en cuir avec des petites têtes de mort de partout. C'est mon amie Nina Salter, qui est un peu une sœur. On s'est connus jeune éditrice, on avait 25 ans. Et puis celui-là, écoute, alors ça vient de la soirée marché nocturne à Franquevaux. Et on tenait tous un stand. Donc moi, je tenais une petite table de livres du Diable Vauvert. Il y a un monsieur qui vendait des bracelets de pierre qui font du bien. Donc ça, alors celle-là, elle apaise, celle-là, des fatigues, enfin voilà. Ce genre de choses, tu vois, tu y crois, tu le portes, ça te fait tout de suite du bien. Donc c'est mon bracelet apaisant à 10 €. En fait, je ne mets pas de bijoux. Je trouve ça compliqué, il faut les garder, c'est précieux. Se maquiller, c'est pareil, je ne me maquille jamais. Là, enfin, tu vois, c'est un temps en fait de soin de soi qui pour moi est lié à la présence des autres. Donc si je suis toute seule, je ne fais pas, quoi. Donc quand je travaille, je ne fais pas. Et puis j'ai de plus en plus de mal. Bon, quand je vais à Paris, évidemment, je me mets du trompe-couillon et je fais tout ce qu'il faut bien parce que là, je vends une maison, je vends une image. Hein. Allez, garde-toi.
Pauvre Guy! Salut! Attends, c'est moi qui me déplace. Oh putain, bouge pas, Naviero. Arrête mon gars. Tu t'es fait chatouiller par la vache, hein. On démarre plus vite. C'est difficile de s'approcher d'une vache et de s'en aller avant qu'elle te touche. T'aurais mieux fait de démarrer un poil plus vite, j'aurais dû mettre des éperons. Donc, les fêtes du Diable Vauvert sont tous les 2 ans. Compromis trouvé après la fête, quand les jeunes qui avaient parlé avec les vieux ont dit le dimanche midi, mais enfin, avant, il paraît qu'il y avait des fêtes tous les ans. Et Mandy leur avait dit, bah oui, on s'était juré qu'on boirait les bénéfices. J'ai confirmé, c'est vrai, on s'était juré ça. Bon, comme on n'a jamais trop fait de bénéfices, on a arrêté de boire. Mais maintenant qu'on en va mieux, on recommence. Non, bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment pris goût à la décentralisation, tu vois. Avec le Covid, putain. Parce que en fait, nos livres sont très bien vendus pendant toute cette année. Notre fonds a marché, on a été présents. Bah, de toute façon, on est à Vauvert, donc forcément, nous, c'est les réseaux. Et ce qui nous a manqué, c'est de nous voir. Mais alors, d'aller à Paris, moi, ça ne m'a pas manqué du tout. Moi, j'ai les chevaux. En plus, c'est très bien, j'avais personne ici. Alain étant parti. Il fallait que je les nourrisse matin et soir. En fait, on va arrêter, on va vraiment couper les budgets, genre Paris. Et en fait, tu sais, un salon du livre, une fête du diable, c'est 2 fois moins qu'un salon du livre. C'est quand même vachement plus agréable de s'occuper de nos copains que de s'occuper des gens qui sont loin et qui nous aiment plus ou moins, tu vois. Donc, quand tu fais une fête, tu as envie d'être avec des amis et c'est gratifiant et du coup, ça signifie quelque chose. On a fait des fêtes à Paris pour essayer de communiquer avec la capitale. Et finalement, mais c'est ici qu'on est le mieux, ici. En plus, tu as vu ce qu'on offre aux gens, même sans bouger. Parce qu'ils étaient tous espantés de l'organisation, les chevaux, les taureaux, l'arc. Mais ici, tu téléphones aux gens, tu viens faire du tir à l'arc, et puis c'est tout l'organisation. Les gardiens, bah, tu téléphones au bon, et puis voilà. L'année prochaine, la fois prochaine, on aura une meilleure partie taurine. Bon, alors voilà, c'est Louis Signot et Navi. Oh, t'as des belles fesses, mon gars. T'as vu si c'est musclé hein, quand même, il a changé. Je regarde s'il n'y a pas des piqûres de tiques ou de bestioles. Lui, il est super, mais après, il faut être à son niveau. Alors, quand il voit des taureaux, par contre, je peux te dire que le gène, enfin, surtout des chevaux, du pré, l'espace libre, le gène parle. Hein. Ou une arène, pareil, c'est pas le même cheval. Hein. Et lui, c'est mon vieux machin. Bon, allez, on va pailler. Ça, c'est sûr que si la maison n'était pas en Camargue, je ne pourrais pas avoir les 2 chevaux derrière la maison. En fait, j'ai grandi, figure-toi, en Normandie. Parce que mes parents étaient profs, tous les 2. Et donc, les mutations liées au poste double, tu vois, de jeunes profs, ils ont démarré dans le Nord. Donc, je suis née à Maisons-Laffitte, où ils sont restés 1 an. C'était le poste d'agrégatif de ma mère. Et puis après, ils sont allés à Rouen. Et c'est là, en Seine-Maritime, et c'est là que j'ai fait toute mon adolescence. Merde, j'ai oublié un crottin. Je vais enlever après. Et en fait, mon père, donc, était originaire d'ici. Ils ont repris la maison de mon grand-père. C'était une maison de viticulteur à Collorgue. Et on y a passé toutes nos vacances. Et donc, quelque part, moi, je me suis toujours sentie d'ici parce que toutes les origines de la famille étaient d'ici. Et voilà, je me sentais chez moi quand j'étais ici. Mais enfin, on revenait dans la famille, d'ailleurs, tu vois.
Donc c'était plutôt l'exil, hein, la Normandie, puis le climat normand. Ça, je me suis jamais sentie du climat normand. Hein. Moi, c'était Baudelaire, la Normandie, tu sais, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Alors, je préfère de loin le Mistral à la pluie. Hein. La Camargue, par contre, ça, c'est Marc. Hein. C'est Marc qui m'a fait rencontrer et vivre. Lui, il est de Saint-Gilles. Et on est venu en Camargue parce qu'il était ici, tout simplement. Et aussi parce qu'Alain Bonijol avait créé sa cavalerie à Franquevaux. Donc on a habité Vauvert pour être pas loin. Et puis j'ai créé le diable du coup à Vauvert, donc le diable Vauvert. Mais notre pétoulier, c'était la cavalerie Bonijol à Franquevaux, où on a fini par habiter la maison mitoyenne. Je suis une fille des Garrigues hein, à l'origine. Mais bon, enfin, c'est toujours la Madeleine de Proust, hein, c'est le paysage de Garrigues, pour moi c'est le plus beau. C'est ça. Yeah. C'est ça. Fais que lui si elle marche. Voilà, si elle s'arrête, tu fais comme ça avec la pointe de la moulette sur le contraire. Là, le mouletage, c'est bon, c'est parfait. Bien. Ça y est, tu prends le dessus là. Bien, Raphaël. Le pète. Vamos. En fait, je me suis mis devant mes premiers taureaux à 14 ans dans les arènes de Saint-Chapt. Et c'est passé totalement inaperçu, même quand ils ont proposé des mignonnettes de Ricard, la première fille qui queue, etc. Parce que, évidemment, j'avais l'air d'un garçon. Donc personne ne voyait jamais que j'étais une fille. Mais, ah non, moi la bouvine, ça m'a emballée tout de suite. Et j'avais des copains aussi, à ce moment-là, qui avaient des taureaux près de Castelnau-Valence, c'est-à-dire près du Mas Combel, là où on était à Colorgue. Donc j'y allais, à 14 ans. Comme j'étais fondue de chevaux depuis toute petite, quoi, je dessinais des chevaux, je voulais monter sur les chevaux, je voulais être Zorro, je voulais être cow-boy, je voulais surtout être indien en fait. Et donc mes parents à 11 ans m'avaient offert des cours d'équitation, quoi. Donc j'allais apprendre l'équitation en Normandie chez un vieux prof du cadre noir de Saumur qui était une figure, hein, une espèce de, enfin qui était un très grand prof d'équitation à l'ancienne, hein, celui qui t'engueule quand tu fais pas bien. Et puis je revenais ici et tout ça, ça me faisait rêver. Moi, je voulais être gardien, quoi, comme tout le monde. Et ils m'ont acheté un petit cheval, une barbe, quand j'avais 14 ans. Alors là, je venais en vacances, tu parles tous les étés, tous les Noëls, etc. Et avec mon père, avec mon grand-père, avec n'importe qui venait. Et puis c'est comme ça que j'ai passé aussi des vacances avec mon grand-père toute seule, qui était, alors lui, il était, c'est lui qui m'a transmis direct. Et puis après, jusqu'au moment où mes parents ont divorcé, et mon père est venu s'installer ici, et en fait, j'en ai profité, quoi, si tu veux. J'étais pas très contente du divorce de mes parents, mais moi, la compensation, c'est que je suis venue, et j'étais interne à Montory, et là, j'avais mon cheval, bon, puis après, après, je me suis pété le crâne sur ce cheval. Et ensuite, mon père en a profité pour le vendre. Et ensuite, je suis partie en Hippocagne, en Cagne à Paris, et faire mes études. Enfin, voilà. Et puis, j'ai vu ma première corrida à 17 ans. C'est mon père qui a eu des invitations à Nîmes. Et je crois par la mère de Jourdan. Ou la femme de Jourdan, non, la mère de Jourdan, je crois. Enfin, moi, je me suis retrouvée assise à côté d'elle pour ma première corrida. Donc, elle m'a expliqué. Et ça a été... Alors, c'est vrai que j'avais lu Lorca. Bon, j'avais lu Lorca. J'avais pas encore lu vraiment, en tout cas, les Écriteaux d'Hemingway. Et puis là, quand j'ai vu, ça a été... j'ai adoré, quoi. Ça a été une... Enfin, comme souvent, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Pourquoi on aime la première fois qu'on voit, on ne sait pas trop. Puis après, justement, on y retourne pour essayer de comprendre. Et puis là, j'ai 17 ans, donc après, c'est là que j'ai voulu être torero, bon, comme je pouvais. Donc je suis allée postuler comme alguacil chez Herald qui m'a envoyé paître.
Je suis allée, j'ai essayé d'imaginer tous les biais. Je suis allée me mettre devant des Espagnols avec des copains d'un club taurin. J'avais pas une moulette, j'avais un chiffon, tu vois. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais pour m'approcher des bêtes à cornes. Et je suis devenue practica. Puis on a créé l'association des practicos 10 ans après. Mais avant ça, à 18 ans, juste après mon bac, j'ai fait le Mosso de Christophe Yonnet en course de Rironeo pendant une saison. Bien, mon gars. Il y a quelqu'un qui a écrit ça dans un livre qu'on va sortir sur les Avicens de photos. Que ce qu'elle nous donne, c'est Zocato. Et c'est très vrai. Il dit, Léa, tu fais ce que font les toreros aux gens qui les regardent. Grâce à toi, nous sommes tous toreros. Garde-le pour toi. Réalisation, Hélène Genetet et Andreas Landeck.